Cité-Jardin, un nom chargé de promesses pour les urbanistes des années 30. Le concept de réunir la ville et la campagne en un lieu unique pour offrir un habitat de qualité aux ouvriers fait rapidement son chemin en France. Sous l'égide de l'Office public d'habitation à Bon Marché de la Seine, une quinzaine de cités-jardins fleurissent autour de Paris, à Stein, Drancy, Asnières et bien sûr au Plessis-Robinson. Construite entre 1924 et 1939, la cité-jardin adopte l'architecture avant-gardiste de l'époque. Elle connaît son apogée dans les années 60 avec plus de 13 000 habitants. Les années 70 amorcent le déclin de ce quartier. La crise économique et le chômage frappent les ouvriers qui composent la majorité des habitants de la cité-jardin. Bientôt, le quartier n'a plus que jardin que de nom. À la fin des années 80, un premier programme de reconstruction est lancé, sans pourtant apporter de réponse en termes de mixité sociale ou de dynamisme commercial. L'opération est loin d'être un succès pour ce quartier qui ne séduit plus les familles. Il est temps de repenser totalement la cité-jardin. Mais écoutez, avant même d'être élu, d'ailleurs, ce que j'avais... ce qui frappait, je veux dire, c'est qu'on était dans une ville complètement abandonnée, avec un pourcentage de logements sociaux extrêmement important. On était dans une cité dortoir, grise, triste, et les gens n'étaient pas heureux dans leur ville. Les gens n'étaient pas fiers de leur ville. Et donc, il y avait une attente très très forte, quoi, dans tous les domaines, et en particulier dans le domaine urbanistique, où cette ville avait besoin d'un coup de toilettage, d'un coup de rajeunissement, elle avait besoin d'être totalement revisitée sur le plan de l'aménagement et de l'urbanisme. Elle avait besoin de nouveaux équilibres, et puis surtout, je crois que les gens avaient besoin de retrouver la fierté d'habiter dans leur ville, ce qui n'était plus le cas. Et moi, je me suis dit, ici, je vais essayer de reconstruire un coin de village, un petit village, un petit coin sympa où les gens se sentent bien. Ça a été ma préoccupation. Et surtout, on va se mettre en rupture avec tout ce qui a été fait autour de Paris, dans la banlieue, pendant des années. Et pour mieux comprendre les grands principes de la nouvelle cité-jardin, son parti pris urbanistique et architectural, il faut dépasser le cadre du quartier et s'attacher à l'ensemble de la ville, notamment au centre-ville. Première réalisation majeure de la SEMPRO, lancée en 1990, la ZAC du cœur de ville fut en quelque sorte la préfiguration de la cité-jardin. La ZAC s'appuie sur les valeurs architecturales du Vieux-Bourg, de son ancien château devenu mairie, de son église et de sa situation en bordure du parc Henri Sellier. Ce centre-ville conçu par Françoise Poëri a été chaleureusement accueilli par les Robinsonnais. Et une fois que le centre-ville a été planté, qu'il vit comme il vit, eh bien nous on s'est dit on va prolonger notre travail, donc c'est la cité-jardin. Et une fois qu'on a eu fait le centre-ville qui était un peu c'était mieux qu'un dessin, c'était mieux qu'une maquette, c'était la réalisation de la maquette. Et les gens voyaient la maquette, voyaient la réalisation, ils disaient bah oui, c'est assez fidèle au fond, ce qu'ils nous avaient promis, c'est bien ça. Et donc quand on a montré qu'on voulait aller plus loin, qu'on voulait continuer à inonder la ville avec cette architecture classique, avec ce modèle d'organisation architecturale urbanistique, les gens nous ont fait totalement confiance. C'est-à-dire que pour la cité-jardin, il n'y a même pas eu un recours, il n'y a même pas eu une lettre de protestation. Le projet de la nouvelle cité-jardin est lancé en 2000. Le marché de définition est remporté par l'architecte Xavier Boll. Donc nous, on a voulu trouver une architecture de caractère. Alors, on peut l'appeler régionaliste, vernaculaire, peu importe les mots. On voulait qu'elle ait une identité Île-de-France. On a vraiment voulu, dans la cité-jardin, et d'où le mot cité-jardin qui est magnifique, de réintroduire un dialogue sympathique entre la ville et la nature. Tant par l'ampleur du chantier que par son calendrier, il s'avère une véritable gageure pour la SEMPRO. Sur 21 hectares, 14 promoteurs doivent simultanément construire près de 1400 logements, dont 250 logements sociaux, un EHPAD, une crèche, un parking souterrain de 450 places, un marché couvert de 3000 m², 25 commerces et une rivière vont également voir le jour. En 2005, les démolitions sont achevées, les charges foncières sont vendues, les démarches administratives et permis de construire sont actées. Tout est prêt pour démarrer le chantier. Les premiers terrassements commencent. Le chantier est lancé selon un calendrier strict, avec son lot de priorités. La première, le déplacement et la reconstruction de l'ancien marché couvert, dont l'enveloppe n'était pas à la hauteur de sa réputation et qui ne répondait plus aux normes d'hygiène et de sécurité. On a vraiment
travailler avec les commerçants. On leur a dit, est-ce que vous voulez un marché provisoire ou est-ce que vous voulez qu'on ferme le marché pendant 2 ans? Et donc ils nous ont dit, on préférerait un marché provisoire, si possible pas très loin. Donc du coup on a reconstruit une halle provisoire juste en face du marché actuel. Ensuite, ils ont eu à choisir le projet, il y a eu un concours, c'est eux qui ont choisi le projet avec nous, mais ils ont été très partie prenante dans le choix architectural. Et ils ont été très partie prenante aussi dans l'organisation intérieure du marché. On a vraiment, pas à pas, travaillé avec eux. Là encore, un concours est organisé. Une halle métallique de type Baltard, dessinée par l'architecte Jean-Christophe Paul, est adoptée à l'unanimité. Première étape en juin 2005, la création d'une halle provisoire avec la même organisation que le futur marché. Les clients prennent ainsi leurs repères et n'en changeront plus. Deuxième étape, un parking souterrain de 450 places sur 2 niveaux. Enfin, l'assemblage des 600 tonnes de poutrelles de la halle peut débuter. Réalisée par la société Eiffel, la halle monte rapidement pour recouvrir 3000 m² de surface commerciale. À terme, 200 étals pourront y prendre place. L'assemblage terminé, les ouvriers d'Eiffel font place au couvreur, en charge de poser près de 4500 m² de cuivre. À l'automne 2006, le nouveau marché peut ouvrir ses portes. En parallèle, les fondations des logements sont dessinées. Les grues s'installent les unes après les autres. La SEMPRO a dû gérer l'implantation en simultané de 21 grues pour répondre aux besoins de tous les promoteurs. Au plus fort de l'activité, près de 250 toupies approvisionnent le chantier chaque jour. Près de 1000 ouvriers s'affairent sur les différentes résidences. Une gestion rigoureuse de la sécurité, des approvisionnements et des relations avec les riverains a permis de tenir un calendrier particulièrement serré. Alors que les chantiers de surface battent leur plein, un autre se dessine, la rivière. On a eu cette idée de faire une rivière qui allait donner une colonne vertébrale à l'ensemble. Alors, la rivière est installée comme une vallée. Vous avez les bâtiments qui sont les montagnes, si vous voulez, et la rivière est en creux. Donc, on a creusé le terrain, on a descendu les jardins qui sont près de la rivière, ce qui présente un énorme avantage, c'est que quand vous êtes dans votre appartement au rez-de-chaussée, vous êtes au-dessus du jardin, donc vous êtes tranquille, on ne regarde pas chez vous, et à l'inverse, quand vous êtes dans le jardin, vous êtes tranquille, vous n'avez qu'une vue un peu dégagée sur les immeubles. Là encore, de nombreux défis ont dû être relevés. La rivière, creusée jusqu'à 4 mètres de profondeur, devait bousculer l'organisation des réseaux, dont notamment la conduite d'alimentation en gaz des communes avoisinantes. La déviation est faite en un temps record. Mais le défi majeur dépassait largement le domaine du cadastre. Car une rivière n'est pas seulement un cours d'eau, c'est un véritable écosystème qu'il faut créer et pérenniser dans le temps. On a souhaité que ce parc et cette rivière imitent la nature. Mais c'est quand même une rivière artificielle. Donc on a travaillé avec des spécialistes, des hydrauliciens, qui connaissaient très bien le milieu de rivière. On a expliqué nos intentions et c'est un bureau qui a travaillé pour purifier des rivières polluées en Bretagne et qui a fait différentes études sur l'écologie des rivières. Donc il nous a donné un certain nombre de conseils pour que la vie, entre guillemets, naturelle se fasse le plus facilement possible. En l'absence de sources sur le site, il a fallu concevoir un système hydraulique complet en circuit fermé. La rivière fonctionne de manière totalement autonome, avec un minimum d'apport d'eau de ville. L'évaporation naturelle est compensée par la récupération des eaux de pluie des immeubles. Pour cela, d'immenses citernes ont été enterrées d'une capacité de stockage de 1400 m3. L'eau y est puisée régulièrement pour maintenir le niveau idéal de la rivière. Les réservoirs sont assemblés et enfouis dans la partie basse du cours d'eau. En parallèle, le chantier des logements continue à battre son plein. La quasi-totalité des logements est déjà vendue. Les promoteurs privés ont su profiter de la qualité du projet et du dynamisme du marché immobilier pour boucler la commercialisation en un temps record.
Les immeubles montent, les rues se dessinent, les résidences sont hors d'eau les unes après les autres. Mais revenons aux espaces publics prédominants dans la cité-jardin. On a voulu introduire la nature dans la ville, avec un concept qui est totalement original, si vous voulez, totalement nouveau, qui est ce parc, ce jardin en cœur d'îlot, devant les immeubles. C'est un principe qui est assez original parce que ce parc est public, c'est un espace public. Comme les immeubles regardent sur cet espace public et comme les gens qui se promènent regardent les immeubles, la façade est tout aussi importante. La façade sur la rue est devenue tout aussi importante que celle sur le jardin. Donc on a soigné l'architecture des deux côtés. Elle compte 5 espaces verts publics sur 5 thèmes différents, reliés par des chemins sinueux, comme une promenade à la campagne. Pour créer l'atmosphère, une centaine de grands arbres ont été plantés. Chênes, séquoias, liquidambar, magnolia, tilleul, cèdre, la liste est longue. Et au milieu coule une rivière. Donc on a la naissance, l'idée d'un parcours de la vie, on a la naissance et différents événements qui vont être par exemple l'enfance, des moments de repos, des moments un peu plus hésitants de l'adolescence, et puis des moments de plénitude qui vont en grandissant, par exemple la maturité, et qui vont progressivement nous élargir. Je suis un peu plus épais que je l'étais plus jeune, et ben c'est un peu pareil, vous voyez, les rivières, elles deviennent des fleuves, hein, elles s'étalent, elles grandissent, donc on a l'espace ici le plus large qu'on pourrait appeler une plénitude. Après on a des parcours un peu plus chaotiques du troisième âge, on pourrait dire, hein, le troisième âge c'est un peu plus compliqué, un peu plus inquiétant. Pas pour tout le monde, hein, évidemment, mais pour certains. Et puis on a voulu terminer par le repos, l'abandon, et puis la mort. Alors la mort, l'au-delà, c'est un miroir d'eau. Hein. C'est un espace tout à fait tranquille où on a retrouvé la plénitude. Là, l'intervention des hydrauliciens prend toute son ampleur. Le défi est de créer un parcours d'1 kilomètre sur seulement 5 mètres de dénivelé. De ménager des espaces où l'eau peut s'oxygéner, où la faune peut nicher et se reproduire. Des passages larges succèdent à des canaux plus étroits, des cascades sont prévues pour générer du courant. Une fois le tracé creusé, l'étanchéité peut commencer. Les matériaux naturels comme la bentonite ont été privilégiés. Cette argile a la propriété de gonfler quand elle est mouillée, devenant ainsi parfaitement étanche et robuste. La rivière tracée, l'aménagement peut commencer. Les passerelles, les ponts et les chemins de halage prennent forme. Dans le lit de la rivière, des agitateurs et des hydroéjecteurs sont ponctuellement installés pour favoriser la bonne oxygénation de l'eau et donc le développement naturel de la vie. Début 2007, la majorité des chantiers sont passés au second œuvre. Les livraisons se succèdent, le marché est achevé. Au printemps 2008, les derniers aménagements publics sont finalisés. Au total, la SEMPRO aura budgété plus de 33 millions d'euros pour les espaces publics, entre les plantations, les voiries, les réseaux et le mobilier urbain. Les bassins sont en cours de remplissage. Il faudra 3 jours pour les remplir au niveau voulu. Le 15 mai, la cité-jardin est officiellement inaugurée. Ce soir, c'est vrai que c'est un petit peu exceptionnel. Nous n'inaugurons pas un immeuble, nous n'inaugurons pas un équipement, ni une rue, ni une placette. Ce soir, nous inaugurons tout un quartier avec plus de 1300 logements, ses équipements publics et l'ensemble de ses commerces qui vont relier bientôt le marché au centre-ville. La satisfaction, c'est que la ville est transformée, quoi, elle est métamorphosée. Quand je me souviens de la ville il y a 20 ans et quand je la vois aujourd'hui, j'ai du plaisir aujourd'hui à m'y promener, à y voir les habitants évoluer.
C'est-à-dire que les gens viennent ici parce que d'un coup, ils ont un coup de cœur, quoi. Ils ont croisé un quartier sympa avec une architecture un peu qu'ils aiment bien. Donc, c'est une architecture rassurante, classique, avec des fenêtres qui ne sont pas simplement des trous dans les murs, avec des balcons, des corbeaux sous les balcons, des bossages sur les pieds de mur. Enfin, tout ce qui rappelle l'architecture classique. Et donc, les gens, ils aiment bien, mais donc ils s'arrêtent là. Ceux qui viennent là, c'est vraiment parce qu'ils aiment la ville, quoi. La Cité Jardin est aujourd'hui considérée par beaucoup comme exemplaire en matière de rénovation urbaine. La mixité sociale est recréée avec des logements sociaux placés côte à côte des logements privés et bénéficiant de la même qualité architecturale. L'évasion commerciale est endiguée avec aujourd'hui une offre de plus de 70 boutiques en centre-ville. Le nouveau parc est devenu un lieu de rencontre privilégié des Robinssonnais. Enfin, la Cité Jardin a retrouvé sa vocation première, celle d'offrir à ses habitants un cadre de vie de qualité dans un environnement de verdure. Ce succès a largement dépassé les limites de la région puisque la Cité Jardin a obtenu 3 reconnaissances majeures des professionnels de l'immobilier. La meilleure opération de renaissance urbaine dans une ville de banlieue, du prix européen d'architecture Philippe Rottier, la mention spéciale du jury aux Victoires du paysage 2008 et le Territoriador, aménagement urbanisme, attribué par l'Observatoire national de l'innovation publique. Forte de ce 3e succès après les actes du collège et du cœur de ville, la SEMPRO dépasse aujourd'hui les limites de la commune pour proposer son savoir-faire aux villes souhaitant engager des opérations de renouvellement urbain différentes des standards habituels. C'est un bel outil qui nous a vraiment été extrêmement utile pour mener à bien tous ces projets. Et donc maintenant, d'ailleurs, la SEM est un outil qui ne doit pas disparaître à mon sens, compte tenu du travail qu'il a fait. Et c'est la raison pour laquelle maintenant on répond à des appels d'offres à l'extérieur et on vient de gagner un marché dans une autre ville qui a aussi envie de faire des choses comme celles qu'on a fait chez nous. Donc on va essayer d'aller maintenant répandre cette forme d'architecture et d'urbanisme dans d'autres villes, pour essayer de réparer les plaies qu'on a laissées dans la banlieue.